Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Testé, je suis le fondateur de Talent Leaders, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et puis leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on m'a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Atomic Leaders. Aujourd'hui, on reçoit Sarah qui va nous parler de growth mindset. Salut Sarah. Hello Romain, salut à tous. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce podcast. Alors, dans ce podcast, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, il y a deux formats. Il y a des formats dans lesquels on parle des gens et il y a des formats plutôt masterclass dans lesquels on parle de sujets. Et quand j'ai rencontré Sarah, elle était passionnée par le sujet du growth mindset, sujet que moi, je ne maîtrisais pas bien. Et donc, la proposition aujourd'hui, c'est justement d'avancer un petit peu et que Sarah, tu puisses nous faire découvrir un peu ce que c'est que ce truc-là, comment ça peut servir à nos managers pour avancer et travailler un peu sur leur posture. OK pour toi? OK pour moi, c'est parti. Le principe, il est très simple. Tu parles en ton nom propre, ça va durer entre 35 et 40 minutes. On ne coupe pas. Donc, en principe, maintenant, tu le sais. Et puis, peut-être la première question, c'est de voir avec toi. Comment toi, t'es arrivé à ce truc-là? Déjà, qu'est-ce que c'est ce growth mindset et comment toi, t'es venu et t'as découvert cette matière-là? Ok, alors ma première remarque, c'est j'ai toujours été animée et intéressée par tous ces sujets-là, par les comportements humains, la gestion des émotions, la psychologie. Bon, tout ça, ça m'a toujours plu, mais j'ai démarré une carrière dans des sujets qui n'avaient rien à voir, plutôt en finance. Ouais. Et c'est au moment où j'ai eu mes enfants que j'ai réalisé que j'avais envie de faire autre chose. Et je me suis lancée dans la conduite du changement. Partant de M&A, donc il y avait un petit chemin. Petit gap, ouais. Voilà, et j'ai décidé de me concentrer sur l'aspect people des projets, des transformations, et pour accompagner justement les managers. Et je suis tombée sur ce sujet en particulier dans ma firme actuelle où je me suis formée. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Ouais. Le growth mindset, c'est avant tout un état d'esprit. C'est la croyance dans le développement humain. C'est la croyance en fait que toutes nos capacités peuvent être développées au long de notre vie. Ok, donc en fait c'est quelque part, ça se base sur une croyance qu'il y a une forme de possibilité un peu illimitée dans notre capacité à apprendre, c'est ça que tu dis? Voilà, c'est-à-dire que je vais vous expliquer en quoi ça se distingue du fixed mindset. Ouais. Je resitue juste un petit peu. C'est une psychologue américaine qui a passé beaucoup de temps à analyser les états d'esprit qui gouvernent les humains et qui en fait, elle s'appelle Carol Dweck. Elle a écrit un livre très intéressant et elle a justement mis en avant qu'on a plus ou moins tendance à être dans l'un ou l'autre de ces comportements. Donc il y a ce growth mindset. Donc avant tout, c'est vraiment la conviction que nos talents et que notre intelligence ne sont pas fixés une fois pour toutes, mais qu'on va pouvoir les développer, les cultiver. Et l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à tout prix, de développer notre potentiel. Et ça passe par des prises de risques, par saisir en fait les challenges, les défis. Ok. Et donc accepter aussi que les erreurs font partie du chemin. J'aime bien dire que les erreurs en growth mindset, c'est de la R&D. C'est un investissement. J'aime bien le et ce n'est pas une faiblesse. Et donc, le secret du growth mindset, je pense qu'il y en a deux. C'est de vouloir faire les efforts nécessaires pour se développer. Ouais. Et c'est d'en prendre conscience. C'est presque la première et seule chose à retenir. Ok, quand tu dis prendre conscience, c'est identifier pour une personne qu'elle est ou non dans ce mode-là et décider... À tel moment. Ouais, voilà. Et décider à un moment de dire, moi, c'est plutôt l'autre option que je choisis. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous growth et fixed à des moments différents, dans des domaines différents. Mais savoir quels sont nos triggers pour être en fixed ou en growth peut nous aider à nous dire, là, je pause avant d'avoir un comportement qui m'a été dicté presque par mon cerveau, par mes pensées.
Je prends le temps de réfléchir, de mettre un stop et de me dire, est-ce que j'ai le bon comportement? Est-ce que c'est OK? On peut choisir d'être en fixe, on peut choisir d'être en growth, mais on a ce choix. Et parfois, c'est difficile de le conscientiser, mais une fois qu'on le fait, ça nous ouvre une aire de jeu incroyable, en fait. Ok, tu peux juste peut-être me donner un exemple un peu concret de personnes que tu as accompagnées ou de choses comme ça. Alors évidemment sur base confidentielle, mais pour bien comprendre, en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des gens, parfois, ils se rendent compte ils butent sur un truc, et en fait, ils se rendent compte que c'est parce qu'ils étaient dans une configuration fixe, et que le fait de les pivoter débloque des solutions. C'est ça que tu me racontes, hein? Exactement. Ok. Et en fait, c'est-à-dire qu'on est... Parfois, en fait, on s'aperçoit qu'on est coincé. Par exemple, on peut se dire on se rend compte qu'on passe à côté d'une opportunité, qu'on décline une opportunité parce qu'on a peur de ce que ça peut représenter. On peut se sentir, je sais pas, étiqueté par un échec ou découragé en se disant là, tout ce qui m'attend en termes de travail, c'est énorme. Et ça, c'est typiquement des comportements qui sont plus du fixed mindset. Et là, on peut se dire, est-ce que en fait, je veux faire ce switch? Est-ce que je veux allumer mon préfrontal, donc la partie de mon cerveau qui va m'aider à ouvrir toute cette intelligence adaptative dont on est tous capables, et se dire, est-ce que j'ai envie de me lancer dans le défi? Est-ce que j'ai envie de faire le bilan de cette erreur? Donc cet étiquetage, est-ce que je le prends? Est-ce que j'en fais autre chose? Est-ce que j'ai envie de persévérer dans l'effort? Ou est-ce que c'est pas un investissement que j'ai envie de faire maintenant? Et donc ça, c'est vraiment le point clé. J'ai pas encore bien défini le fixed mindset, mais ce que je voulais juste mettre en lumière, c'est le fixed mindset. On est persuadé qu'on a justement cette intelligence, cette capacité. Tout ça, c'est prédéterminé à la naissance. Donc l'objectif va être d'avoir l'air compétent, de montrer sa valeur aux autres, et on risque d'être assez rapidement inquiet de l'image qu'on renvoie. Et donc, par conséquent, quand on est en fixe, et après, je vais vous dire à quel point c'est pas toujours mal d'être en fixe, bien au contraire, mais parfois, être en fixe fait qu'on va se limiter à notre zone de confort. On va éviter le changement parce qu'on a peur de perdre. On a peur de montrer notre faiblesse. On a une aversion au risque, en tout cas. Voilà. Et donc, dans certains cas, c'est très bien, mais dans d'autres, on va passer à côté de choses, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ok. Donc, ce que tu dis, c'est que en réalité, il y a quelque chose qui est de l'ordre de dire il faut quelque part traverser cette peur-là, mais le faire en changeant d'approche, c'est-à-dire se déconnecter en fait de ce qui nous fait peur, mais plutôt en changeant d'approche et de perspective pour voir ce qui peut se passer à la périphérie de ce truc-là et quelles sont les opportunités qui se présentent à moi si justement je me cale pas sur quelque chose qui est prédéfini, quoi. Ouais, exactement. Ok, super. Toi, quand tu t'es mis au contact de ce truc-là, est-ce que y a des choses sur lesquelles tu t'es senti pivoter ou tu vois, dans ton parcours à toi, des moments où toi, justement, t'as basculé? Alors, je sais pas si tu peux nous parler de tous les sujets, mais tu vois, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as utilisé ce truc-là? En fait, pour être honnête, je pense que tout ce qui pivote autour du growth mindset, et il n'y a pas que ce concept, il y a vraiment j'ai appris, il y a une approche neuroscientifique à ce concept qui m'a vraiment interpellée parce que je me suis rendu compte que quand on est manager ou qu'on gère des gens, on gère 100% du temps, on gère des comportements. D'accord ? Et donc, en fait, nos clients sont des humains, nos fournisseurs, enfin, peu importe, on est tout le temps autour de personnes. Et donc, prendre conscience, en fait, de tout ce qui impacte, tout ce qui découle des comportements, m'a vraiment permis, en fait, de me rendre compte que on avait au quotidien, ça pouvait nous servir. C'est-à-dire que quand j'ai assimilé ces concepts, j'ai reconnu, j'arrive à déceler chez les gens des moments où ils sont bloqués, j'arrive à moi me le percevoir vraiment, mais d'un point de vue même physique, on se rend compte des choses. Et il n'y a rien de sorcier. On sait tous quand on rencontre un stress, une pression, on le sait déjà sans apercevoir, mais avoir ces concepts derrière et en tout cas bien digérés et assimilés, je trouve que ça nous permet en fait de faire cette bascule, de s'adapter beaucoup plus vite. C'est une gymnastique en fait, et en prendre conscience, avoir tous le même langage et avoir ce framework, je trouve que ça fait que ça devient un vrai outil puissant. Ok, tu parles de gymnastique, donc je suis pas le plus assidu sur le sujet, mais gymnastique, ça m'envoie à une personne qui l'entretient dans une salle de sport. Ce truc-là, est-ce que c'est un truc qui se travaille, qui s'entretient, qui s'entraîne? Enfin, est-ce que ça a
Est-ce que c'est un processus continu ou c'est un déclic? Comment tu le qualifierais, toi? Je pense que ça s'entraîne. Ok. On s'entraîne, c'est-à-dire qu'on a tous, donc, je disais, on a tous nos triggers fixed mindset. Ouais. Et donc, en fait, une fois qu'on apprend à les reconnaître, on arrive à faire ce fameux stop, cette pause, et de se dire, est-ce que j'ai envie de changer ou pas? Est-ce que j'ai envie d'évoluer par rapport à ça? Et en fait, moi, je trouve que l'entraînement le plus puissant, c'est de trouver des idées de questions qui nous parlent. Moi, typiquement, il y a plusieurs questions qui résonnent en moi. Donc, ça peut être... parfois, quelque chose va me gêner et je vais me dire, bon, bah, et pourquoi pas? Ou comment est-ce que je peux explorer cette situation? Ou si je la regarde en plus en détail? Ou qu'est-ce que je vais penser de cette situation ou de ce stress dans un an? En fait, c'est différents leviers sur lesquels on peut appuyer pour, en fait, juste aider le cerveau à directement sortir de ces modes mentaux plus automatiques, des pensées réflexes. Ouais. Et être plus dans le préfrontal, hein, dans l'innovation, dans faire face aux challenges, aux défis. Donc, c'est une gymnastique, je pense on a tous ce switch, on sait tous s'adapter. L'être humain sait s'adapter. Il n'aime pas toujours être changé, mais on sait tous changer et évoluer. Cette gymnastique, c'est juste une question. Il y en a qui sont plus ou moins adaptables. Ouais. Et en tout cas, une fois qu'on a compris quels sont nos leviers, quels sont nos triggers, on peut aller plus loin, en fait, beaucoup plus facilement. Ok. Est-ce que toi, toujours en respectant la confidentialité, est-ce que toi, tu as des exemples de transformation ou de changement, soit de personnes, soit d'équipes, soit de collectifs, soit d'organisations, de choses qu'on a vues émerger après avoir eu ce déclic justement et avoir changé d'approche? De quoi tu as été témoin, toi? Alors, j'ai plusieurs exemples, des personnes notamment qu'on a formées sur le sujet. Certains ont eu un peu des déclics. Je pense à 2 personnes en particulier qui avaient un petit peu... voilà, ça se tramait un peu dans leur tête des projets d'entrepreneuriat et peut-être une réticence de se lancer parce que justement, voilà, peur de l'échec ou peur de la difficulté, etc. Et ces personnes-là, je pense qu'en assimilant les concepts, se sont finalement dit, bah, allez, pourquoi pas? Et se sont lancés donc, en parallèle de leur activité, donc voilà, en gardant leur filet de sécurité, ce qui les permettait d'être confortables. Mais il y a eu ce vrai déclic. Après, dans la conduite du changement, donc dans les projets de transformation que je suis dans mon entreprise actuelle, j'ai tout le temps ces résistances au changement, ça fait partie du travail. Et l'idée, c'est d'arriver souvent en étudiant les équipes qui passent par les transformations, regarder un peu quels sont peut-être les détraqueurs dans l'équipe ou les personnes qui vont vraiment lutter et rester dans cette partie automatique de leur cerveau en se disant bah, c'était comme ça, pourquoi on doit changer, c'est mieux dans cette façon-là, j'ai la bonne réponse, il n'y a pas autrement. Et en fait, arriver à étudier un peu les comportements de ces personnes-là et regarder comment ils réagissent, ils réfléchissent. Ouais. Et en fait, petit à petit, on arrive à se dire, mais en fait, celui-là, si j'appuie sur ce bouton-là, il va switcher. Okay. Et donc, petit à petit, c'est arriver à voir quels sont les boutons qui composent les personnes, en fait, et sur quoi on appuie. Ouais. Donc ça, on parle de motivation, hein, ce qui fait bouger les gens. Et en fait, en prenant... Alors, ça prend du temps, mais quand on veut mettre du growth mindset dans nos équipes, c'est arriver vraiment à regarder comment chaque individu fonctionne, quels sont ses leviers, ses motivations. Ses peurs aussi. Ses peurs. Et arriver à sentir sur quoi on peut le rassurer et sur quoi on peut l'emmener pour justement le faire basculer et prendre ce risque. Et à l'inverse, hein, on a il y a des exemples contraires qu'on peut observer. Typiquement, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Hein, ça fait partie du fonctionnement de tous. Et dans certaines équipes, j'ai des expériences, des retours d'expérience de personnes qui ont pu se tromper. Et la façon dont le manager a géré cette erreur est tellement parlante de ce growth ou de ce fixed mindset et a un impact énorme et immense sur la suite, parce que pour une même erreur, si la personne va à la prochaine réunion d'équipe être mise au centre de la pièce et on va pointer cette personne du doigt avec cette erreur en expliquant que c'était sa responsabilité, que c'est son problème, cette personne-là, on va petit à petit la briser et on va faire que par la suite, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire, cette personne? Elle va essayer de cacher ses erreurs.
Mhm. Probablement, elle va jamais vouloir innover ou prendre de risques parce que, Ouais. parce que ça ne va pas être récompensé. Et donc là, dans ces comportements-là, on va pas être dans des équipes qu'on va pousser à s'adapter, à innover. On va les pousser à un retranchement dans leur zone de confort. Et à l'inverse, voilà, si le manager prend le temps d'expliquer l'erreur à l'équipe sans forcément la personnifier, Ouais. mais expliquer voilà, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas, comment on en sort grandi, Mhm. et, comment on valorise aussi le fait que cette personne-là a pris un risque. Bon, bah, tout ne s'est pas parfaitement passé, mais voilà, ça fait Mhm. partie de l'apprentissage. Et ben, ça va encourager des comportements, en fait, plus d'engagement, de collaboration et cette envie d'aller plus loin, en fait, d'aller chercher le niveau, le potentiel d'au-dessus. Mhm. Ce qui est intéressant, justement, tu as basculé vers la question, tu as un peu anticipé la question que j'avais après, c'est là, on parlait du growth mindset de moi pour moi-même. Notre audience, elle est composée principalement de managers, justement, qui font face à des défis managériaux. Donc, en fait, dans ce que je comprends, c'est que le growth mindset, bon, déjà, outre le fait que le manager peut se l'appliquer à lui-même, il a finalement une application avec les équipes. Donc, tu as donné un exemple qui était celui de traiter les erreurs. C'est quoi les applicatifs de ce truc-là dans un geste managérial, dans un acte managérial? À quel moment ou dans quelles conditions ça peut être utile au manager? Euh, alors, je pense que pour qu'un manager l'applique à son équipe, il faut qu'il commence par se l'appliquer à Déjà, lui-même. la base. Sinon, ça ne donnera pas suffisamment d'espace aux gens pour se l'approprier. Euh, de façon résumée, je dirais que le growth mindset, si on arrive à le diffuser, ça va permettre d'augmenter l'engagement et la confiance des collaborateurs et l'esprit d'équipe. Quand tu parles de Et diffuser, tu parles de donner la permission, c'est ça? alors, donner la permission et surtout communiquer en ce sens, donner réellement l'espace. Il ne suffit pas de dire on est growth mindset, notre entreprise respire le growth Ouais, mindset, il faut on le l'écrit vivre. pas sur le mur, quoi. Voilà. Alors, on peut l'écrire, mais une fois qu'on l'applique, parce que sinon, ça peut te porter, évidemment. Ouais. C'est honnêtement, c'est encourager la prise de risque, c'est encourager, c'est reconnaître le fait que apprendre prend du temps. Ouais. Typiquement, j'en ai encore un exemple concret, mais si un manager passe une demi-heure à expliquer quelque chose à quelqu'un de son équipe et que le lendemain ou le mois d'après, la personne a de nouveau des questions ou de nouveau pas compris, bon, bah, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit on reprend le temps d'expliquer, soit on essaie d'identifier pourquoi cette personne n'a pas compris. Mais l'apprentissage est long et parfois, certains se découragent en disant mais je lui ai déjà expliqué, il comprendra jamais. Non, c'est qu'on a tous cette plasticité cérébrale, on a tous cette capacité en nous d'apprendre, de créer des nouvelles connexions, mais il n'y a pas de secret. C'est l'effort, c'est la répétition, c'est l'interaction, la génération qui vont faire que ça va s'ancrer en nous et que ça va devenir des comportements de plus en plus automatiques. Donc voilà, accepter que ça prend du temps, croire vraiment dans le développement et dans l'apprentissage et le montrer. C'est-à-dire donner la place aux gens pour se former, pour poser des questions, les mettre dans un climat de confiance, de sécurité psychologique. Tout ça, ça va donner des ailes en fait aux personnes et va leur permettre de se déployer et de s'épanouir. Ils vont avoir envie de sortir de leur zone de confort. Ok. Et est-ce que la question qui me vient quand je t'entends, c'est est-ce qu'il y a des métiers des secteurs plus propices ou moins propices? Alors, j'imagine que c'est générique et applicable à plein de choses, mais est-ce que toi, tu as identifié des environnements dans lesquels c'est plus simple ou des environnements dans lesquels c'est plus difficile à mettre en place ou à diffuser ce truc-là? Je pense qu'on peut le retrouver vraiment partout. Il y a évidemment des secteurs d'activité qui évoluent plus ou moins vite. Ouais. Mais je pense que globalement, aujourd'hui, dans la plupart des métiers, on a tous besoin d'avoir des employés qui savent s'adapter, qui savent, qui ont envie d'essayer de nouvelles choses. On est quand même on en parle beaucoup, hein, ce VUCA, tout ce qui est volatile, incertain, ambigu, etc. Et on le retrouve un peu partout et on demande vraiment aux employés ça. Donc, aujourd'hui, j'ai pas de contre-exemple. Je pense qu'il y a des métiers qui sont plus ou moins peut-être répétitifs ou standards et où il y a moins besoin d'aller chercher dans la façon dont tu le fais parfois. Voilà, par exemple. Mais je pense que peu importe le métier, on a tous
en motivation en nous de s'améliorer, de devenir meilleur. Et donc, je pense qu'il y a toujours façon de se développer. Après, évidemment, hein, le fixed mindset n'est pas du tout à bannir parce que, quand je disais tout à l'heure, le growth mindset, c'est du préfrontal, c'est de l'intelligence adaptative, c'est très énergivore. Donc, ça vaut le coup de se mettre dans cet état d'esprit quand il y a quelque chose à apprendre et à développer. Il ne faut pas à tout prix vouloir être dedans parce que je vais faire un peu de franglais, mais le business as usual, le quotidien est largement suffisant pour la plupart des choses que nous faisons. Et s'en tenir aux best practices, s'en tenir à ce qui marche, ce qu'on a l'habitude de faire, hein, quand les situations elles sont fiables, connues, simples, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas tout challenger tout le temps. En revanche, en cas de complexité et de challenge et de besoin d'innover, c'est là où il faut savoir se mettre dans cet état d'esprit-là. Donc, c'est vraiment pas tout le temps et à tout prix. J'aime bien l'idée de... En fait, oui, c'est ça. C'est probablement pas ou, mais et. C'est-à-dire que tu as les deux modes et ce que tu proposes, c'est la découverte d'un deuxième mode alternatif qui te sert dans certains cas et dans certains autres cas te sert moins ou t'épuise. Et donc, finalement, rester dans un fixed mindset n'est pas forcément négatif. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Et même encouragé dans certains cas. Hein. Ouais, bon, ouais. Au niveau de ce mindset-là, c'est marrant parce que le mindset, pour moi, ça couvre... alors évidemment, on parle plutôt de professionnel là, puisque c'est plutôt le sujet, mais pour moi, un changement de mindset, c'est un truc qui transforme les gens aussi sur le volet personnel. C'est ça, enfin, ce truc-là, il a une dimension perso-pro. Au contraire, c'est quelque chose qui touche tout. Ça touche donc complètement tout. Je vais donner un exemple. On est tous, donc à la naissance, on est tous en growth mindset, ou presque. Si on regarde un enfant évoluer, notamment ses comportements, si un enfant s'arrêtait à la première chute en marchant, à la première erreur de prononciation, on n'aurait jamais des enfants qui marchent, qui parlent et qui évoluent. Donc, on a tous cet état d'esprit de base, de développement, de croissance. Et donc, on peut le voir dans la sphère personnelle, professionnelle, d'une part. Et le fixed mindset naît aussi justement parce qu'on a... Enfant, on a cette porte, on a toutes ces portes ouvertes d'apprentissage, de croissance, mais on a l'environnement dans lequel on évolue qui peut nous juger par moment. Hein, on a le fameux stylo rouge à l'école, hein, où on entoure les erreurs, et tout ça, le fait qu'on sanctionne les erreurs va nous faire peur et va faire que par exemple de plus en plus on va développer ce fixed mindset. Donc il y a ce prisme-là, mais en tout cas, pour revenir à la question initiale, la plupart des personnes que je forme sur ce sujet-là me disent c'est une révélation et je l'applique tout le temps à la maison. Donc c'est vraiment arriver à comprendre quand les gens sont bloqués dans leur mode automatique, dans leur fixed mindset pour des problématiques du quotidien, des amis, de la famille. On peut aussi s'amuser à les faire basculer. Voilà. Donc, des cobayes, à les aider, à les accompagner. Pour repas de famille, tu as des cobayes qui transforment le vieil oncle qui est un peu fixé sur sa même blague depuis 10 ans. Quoi. Voilà. C'est exactement. J'aime bien l'image. Peut-être une question plutôt relative à toi et à ton engagement pour ce truc-là. Enfin, en fait, en quoi, rétrospectivement, ça fait combien de temps que tu t'es impliqué sur ces sujets-là, toi ? Ça fait un peu plus de 2 ans. Ouais. En quoi, tu vois, du coup, quand tu as choisi un peu une nouvelle mission, c'est une vraie mission, là, pour le coup, de développement. C'est quoi ton point de vue sur la façon dont tout ça va évoluer, sur là où tu aimerais amener ce truc-là, dans ton organisation ou en dehors d'ailleurs. Enfin, c'est quoi ton plan à toi autour de ces sujets du growth mindset et tes croyances fortes, tes convictions fortes ? Alors, mon plan à moi, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, on a fait beaucoup de sensibilisation autour de ce sujet donc en interne. Donc, un de mes rôles en interne aujourd'hui dans le cabinet dans lequel je suis, c'est de former à ces sujets-là. Mais aujourd'hui, je trouve on pourrait avoir plus d'impact. Parce qu'aujourd'hui, les formations, c'est super, les gens sont intéressés, mais les gens retournent à leur quotidien. Le cerveau est aussi payé pour répéter ce qu'il sait faire. Donc, ça suscite beaucoup d'intérêt. Mais voilà, ça ne change pas drastiquement encore la façon que les gens ont de manager leurs équipes. Donc, moi, mon ambition personnelle et professionnelle, c'est arriver
avoir plus d'impact là-dessus, arriver à faire en sorte qu'on passe d'une formation où les gens apprennent, à arriver à leur donner des clés pour le mettre en pratique. Parce que c'est un outil, mais c'est un outil qui paraît, comme tout ce que je raconte, qui se travaille. Ouais. Et c'est un peu mon ambition de le faire un peu grandir et de... Ok, après cette sensibilisation d'aller équiper quelque part, ces outils-là, est-ce que c'est des outils... est-ce que dans cette matière-là, il y a des protocoles déjà un peu documentés ou est-ce que c'est plutôt des outils relatifs à des postures à avoir ou pas avoir? Enfin, c'est quoi la nature des outils qui existent à date sur ce truc-là? J'imagine que ça va se développer, mais c'est quoi? Non, je dirais qu'il n'y a pas forcément des protocoles, c'est plutôt ce que tu disais, c'est des façons de penser. Alors oui, il y a des ouvrages dessus, mais c'est vraiment l'appliquer. En fait, c'est l'assimiler, l'appliquer et ça passe beaucoup par la communication. Ouais. Je pense que si on veut vraiment, il faut travailler la façon dont on perçoit les choses et dont on les renvoie aussi à son équipe. Ok, donc c'est plutôt des méthodes autour de la façon de donner du feedback ou des choses comme ça. En fait, c'est un peu ça vient s'intégrer dans des méthodes plutôt de feedback et d'évaluation, de traitement des erreurs, d'apprentissage. Ou d'apprendre à connaître un peu les personnes de son équipe, leurs leviers, leurs motivations, pour arriver justement à appuyer sur les bons boutons pour créer de l'engagement, parce que c'est tout. La finalité est la même. En fait, on a envie de pousser les gens plus loin ou d'avoir des personnes. On a souvent des problèmes de rétention dans certaines firmes, notamment celles dans lesquelles je travaille. Et voilà, en investissant là-dedans, je pense qu'on peut arriver à avoir plus d'engagement de la part des collaborateurs, en fait, parce qu'ils vont sentir qu'ils ont plus de marge de progression, envie de progresser et donc envie de rester pour se développer davantage. Ok. Toi, comment tu progresses dans ta pratique? Est-ce que, au niveau de ton propre développement, etc., tu as des méthodes particulières, tu as des sources d'infos particulières, des trucs à nous conseiller en termes de contenu ou des choses que toi, tu consommes? C'est plutôt ça qui m'intéresse. Enfin, comment tu progresses dans ta pratique à toi? Alors, moi, j'ai été donc formée par un institut externe. Certifié, ouais. Ouais. Et donc, c'est vrai que je regarde ce qu'ils font, je suis un peu ça de près. Je me suis aussi beaucoup documentée auprès de la personne qui a créé ces concepts. Okay. Donc, Carol Dweck, son livre Mindset m'a beaucoup plu parce qu'elle donne des exemples d'entreprises. Elle donne aussi beaucoup de résultats d'études qu'elle a menées sur des enfants. Okay. En expliquant comment la façon dont on reconnaît soit le travail, et l'effort ou l'intelligence des enfants, on peut arriver à des différences significatives dans les résultats qu'ils vont avoir, dans le plaisir qu'ils vont avoir à se dépasser ou à fuir les challenges. Donc voilà, moi j'aime beaucoup quand il y a des études associées, j'aime bien la presse autour de ça. Je me documente, mais c'est plutôt du soft, quoi. Ok. Voilà. J'ai une question, alors je ne sais pas si tu as la réponse, mais a posteriori, quand tu te repasses un petit peu ta carrière d'avant, ces trucs-là, est-ce que a posteriori, du coup, maintenant que tu as fait ça, tu identifies des choses que dans ton premier métier ou dans ta première vie en M&A, tout ça, tu aurais pu imaginer différemment ou tu aurais peut-être considéré des choses différentes, d'autres opportunités de carrière. Enfin, est-ce que tu arrives à faire une analyse un peu rétrospective de tout ça à la lumière de ce que tu as appris ou pas? Oui, je pense que non, mais de toute façon, ce que je peux partager en tout cas, c'est je me suis rendu compte que si j'avais eu conscience de tout cela et avoir mis plus de mots dessus avant, j'aurais mieux vécu certaines situations très stressantes, parce que le monde du M&A, le monde de la finance ou de l'advisory peut parfois être difficile à vivre avec la pression. Et je pense que si j'avais eu plus d'outils comme ça en main, j'aurais réussi à prendre plus de recul rapidement par rapport aux choses, et au lieu d'aller vers ce stress, je pense que j'aurais fait justement ces bascules plus vite. Okay. J'aurais eu moins peur de me tromper et j'aurais, je pense, plus de plaisir, peut-être plus d'engagement aussi à terme. Donc, ça m'aurait servi d'un point de vue professionnel. Et après, je pense que, pareil, pour avoir aussi plus d'impact auprès des personnes, savoir naviguer avec les comportements des personnes, je trouve que c'est toujours précieux.
Ouais, il y a un truc que t'amènes dans l'idée d'appuyer sur des boutons, d'aller travailler sur les Mm. leviers, parce qu'évidemment, tout ça, c'est une métaphore, mais on comprend bien que c'est les gens qui font et pas toi qui pousse, mais quelque part, ce que tu dis, c'est que même dans le cadre de négociations et de choses comme ça, le growth mindset est une posture d'écoute qui peut être utile ou c'est principalement utile dans le volet développement humain? Je pense que ça peut être utile. euh, Parce que apprendre à vraiment à écouter les personnes, comprendre ce qui les fait réagir, Ouais. justement arriver à déceler les triggers des personnes, Mhm. bah, ça peut être aussi, ça peut nous permettre d'adapter aussi le discours et d'arriver à aller chercher ce qui va les convaincre en fait, qu'est-ce qui Mhm. compte pour cette personne, parce qu'on est tous différents, on n'a pas du coup ces mêmes leviers et je pense que quand on est en growth mindset et quand on s'intéresse à comment les gens sont autour de nous, ben on peut arriver ouais, à inspirer, on va dire. Ok. Peut-être tu nous donnes la question. Quelqu'un qui voudrait tester le growth mindset, là, un manager qui se dit, OK, je suis convaincu, j'ai envie de tester un truc. Ce serait quoi les premiers micro-pas qu'il pourrait prendre pour démarrer? Est-ce que tu as une ou deux actions spécifiques qu'il peut mettre en place ou un ou deux conseils que tu peux lui donner tout de suite pour qu'il teste demain et qu'il se dise, OK, j'avance? Ouais, la première, c'est de s'interroger, est-ce qu'il arrive à ressentir les moments où il se sent en fixe, justement. OK. Donc Ok, déjà, arriver à se dire, auto-screening. voilà, se dire, quand est-ce que je suis en fixe, comment je bascule, qu'est-ce qui m'aide à basculer. Donc déjà, en prendre conscience pour soi. Et ensuite, je pense que la communication est clé, vraiment. Et donc, se rendre compte de la façon dont on communique avec les équipes. C'est-à-dire, si on félicite quelqu'un pour son effort, ou alors est-ce qu'on le félicite juste parce qu'il a fait le travail très rapidement, donc il était hyper fort. Enfin, tout dépend du verbatim, je dirais, mais valoriser le Tu dis, process. est-ce qu'on le félicite pour son résultat ou pour son effort? C'est ça que tu dis, hein? Voilà, les résultats comptent, mais c'est Ouais. pas les résultats qui vont évidemment, mais c'est pas ça qui vont déterminer la valeur d'une personne. OK. Donc, je veux dire, quelqu'un en growth mindset va être sûrement très très content d'avoir décerné un prix ou voilà, on a toutes ces satisfactions là, mais c'est pas ça qui va à la fin de la journée faire qu'il se sent bien ou pas. C'est vraiment le journey, ce qui va l'amener là-bas, ce qu'il aura appris. Donc c'est vraiment mettre l'accent sur le fait il s'est développé, il a essayé, il a pris des risques, il s'est inspiré de quelqu'un plutôt que de se sentir menacé par quelqu'un. Il a dû transpirer pour y arriver. Il a fait Mhm. des erreurs, mais il a appris, il a mis de la R&D, hein, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Euh, J'aime bien l'image effort-résultat. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. C'est est-ce qu'on récompense l'effort ou est-ce qu'on récompense le fait que la cible a été touchée, peu importe comment. Toi, alors je sais pas si tu as travaillé le sujet ou le sujet, tu m'as dit que tu avais des enfants. ouais. Tu penses que le système scolaire actuel, il est dans le fixed mindset, il est dans le growth mindset, il pivote. Enfin, qu'est-ce que tu penses? Comment tu regardes ça maintenant que tu sais tout ça? Je pense que dans plein de cas, il est souvent en fixe. Ok. Mais je pense qu'il y a des professeurs qui sont de plus en plus sensibilisés à ces, Ok. à ces concepts et c'est devient quelque chose qui est de plus en plus développé. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à féliciter nos enfants en disant bravo, t'es trop fort, t'as réussi. Et moi, je passe beaucoup de temps à m'interroger sur la façon dont je félicite mes enfants. En me Ok. disant, là, j'ai envie de leur montrer que l'effort paye, qu'ils ont travaillé dur, qu'ils se sont trompés, mais c'est bien, ils continuent, ils persévèrent. Je mets vraiment beaucoup l'accent. J'essaie vraiment de ne pas qualifier voilà, d'intelligent, de brillant, d'être doué, Mhm. et Ouais, tu plutôt les sur... félicites pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont, quoi. ouais. Ok. Et je sais, parce que je sais que ça a un impact. Donc, ça, c'est vraiment... Donc, le choix des mots est important et ce sur quoi on se concentre aussi. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a un truc enfin une question ou un truc dont je t'ai pas parlé sur ce sujet où tu te dis, bah voilà, dans le cadre de cet aspect de masterclass, un peu là, ça serait intéressant de l'amener dans la discussion. Euh, je pense, j'en ai déjà un peu parlé, mais j'insiste vraiment dessus, on a vraiment le choix de notre mindset. Et si vous retenez qu'une seule chose en sortant, c'est de se dire on a le choix, on se développe là où on a envie de se développer. Mhm. Euh,
et surtout essayer, quoi, parce que je trouve qu'il y a vraiment un impact fort et qu'on sous-estime un peu au début. On se dit ouais, mais je le sais, ou je suis dedans déjà, mais c'est vraiment assez magique quand on commence à s'y intéresser. Ok, ça, je voulais conclure là-dessus, mais j'ai une autre question et du coup je vais la poser, je m'en fous. Est-ce que du coup le growth mindset il nous encourage à nous développer sur nos points faibles ou nos points forts? Enfin, est-ce qu'il fait la différence? Parce qu'il y a des strengths-based management et ça. Est-ce qu'il y a une différence dans ce concept-là ou est-ce que ça traite tout pareil? Il nous encourage à le growth mindset ne nous oblige pas à poursuivre quelque chose. Ça nous dit juste qu'on peut développer nos compétences. Donc, ça ne veut pas dire qu'on sera le prix Nobel dans telle matière, qu'on sera le numéro 1. Mais ça veut dire qu'on peut se développer. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut tout changer à tout prix, ce qui n'a pas beaucoup d'impact sur nos vies, sur celles des autres. On doit arriver à être OK avec nos imperfections. Donc, je pense qu'il faut suivre son envie, parce que le plaisir a un impact énorme sur le travail, sur l'engagement. Et donc, il faut aussi écouter ces motivations-là et le plaisir, et en se disant je me lance parce que j'en ai envie et pas parce qu'il faut, parce que j'ai un talent de base que je peux développer, ou parce que je pense justement que j'ai pas ce talent, donc je n'y vais pas, même si ça me fait hyper envie, quoi. Ok, donc c'est une question de stratégie plus que de besoin, quoi. Une envie au sens, j'ai un projet pour moi-même, plus que je dois devenir exceptionnel là-dessus ou compenser une lacune sur ce truc-là. Je pense que c'est arriver à combiner le plaisir parce que c'est ça qui va débloquer après la persévérance sur le long terme et vraiment débloquer du résultat. On le voit quand les gens sont animés par quelque chose, il y a les lumières dans les yeux, ça brille, et les gens ont envie. Donc Ok, ça marche. Il faut essayer d'aller là. Je vais conclure là-dessus, Sarah, mais je dois admettre que nos auditeurs, ils nous entendent, mais moi, je te vois et je vois effectivement quand t'en parles cette lumière, donc je trouve ça chouette. T'as l'air assez passionné et habité par ce truc-là. Écoute, moi, c'est intéressant, tu vois, j'en avais entendu parler comme un truc un peu générique, comme d'autres concepts de communication non violente et tout, mais je m'étais jamais intéressé à ce sujet. Écoute, tu m'as donné envie d'aller acheter le livre. D'ailleurs, je l'ai acheté pendant notre podcast là, donc voilà, je vais lire le livre. Et puis, écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé ici. Et puis, on peut te contacter quoi sur LinkedIn si on a des questions ou ouais, avec plaisir. Ouais, ok. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Sarah. Merci à toi, Romain, et merci à tous. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusque-là. On espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter que nous à l'enregistrer. Maintenant, à vous de faire le job, de diffuser, de liker, de partager. Parce que ça nous aide pas mal aussi à aller avoir des invités sympas comme Sarah. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre épisode. Bye bye!